Le terme de posée d'assaut sur Transall est employé à différents titres, et c'est vrai qu'il y a tout un mythe autour de ça. Le Transall est un avion qui est capable de se poser sur tout type de terrain, sommairement préparé. Le fait de se poser sur un terrain sommairement préparé ne constitue pas en lui-même un posé d'assaut. Le vrai posé d'assaut, c'est un atterrissage qui consiste à prendre le terrain d'assaut, c'est-à-dire à arriver avec le maximum de discrétion, soit en très basse altitude, soit au contraire sur une très grande pente, en fonction de la menace et du profil que l'on prend, et pour généralement décharger des forces terrestres qui vont sortir très rapidement de l'avion pour que l'avion puisse repartir de sa position. Pour vous donner un exemple, 7 novembre 2004, sur la piste d'Abidjan, un Transall et un C-130 se sont posés. Entre le moment où le Transall s'est posé, déchargé les commandos de la Légion, et le moment où il a redécollé, il s'est passé 59 secondes. Voilà, ça c'est un posé d'assaut. Dans le début des années 80, je me rappelle très bien d'un film de sécurité des vols qu'on nous présentait à l'époque. Vous aviez un officier qui était en grande tenue à côté d'une table avec plein de maquettes, et puis d'un seul coup, avec une baguette, il balayait ses maquettes, il vous disait voilà ce que perd l'armée de l'air en un an, 25 avions de combat. Vous avez ici un parking bien rempli, 25 appareils, à peu près la dotation de 2 escadrons de combat. À votre avis, combien de ces appareils ont-ils été perdus au cours de missions à très basse altitude en 5 ans? Ça, c'est la réalité de la fin des années 70. Donc, en arrivant en unité, effectivement, moi j'ai connu cette période difficile. Moi en particulier sur le Jaguar, on a vécu un certain nombre d'années très difficiles, on a perdu pas mal de monde. Et donc dans mon escadre à Saint-Dizier, il y a un moment, on a perdu 3 avions et 2 pilotes en 3 semaines. Et donc c'est sûr que, dont un dans mon escadron. Et donc c'est sûr que là, la première chose d'abord qui vous taraude, c'est est-ce qu'on aurait, nous, fait mécanicien, quelque chose qui soit la cause de ce crash. Et donc là, tant que le rapport d'enquête n'est pas sorti, vous avez toujours ça qui vous non pas qui vous mine, mais enfin qui vous préoccupe. Et puis il y a le fait de se dire aussi que notre devoir, c'est de continuer. J'oublierai jamais le commandant d'escadre à l'époque. Donc 3 crashs en 15 jours, vous imaginez, c'est quand même très lourd. Et le commandant d'escadre avait réuni tout le monde pour dire qu'il faisait confiance aux gens. Et ça, c'est essentiel. Vous êtes, en tant qu'officier mécanicien, vous êtes là pour réussir à ce que l'ensemble des gens gardent confiance, aussi bien les pilotes vis-à-vis des mécaniciens que les mécaniciens entre eux. Et à l'époque, on n'avait pas tout un tas d'enregistreurs, etc., qui vous permettaient de décoder, de trouver ce qui s'était passé. Non. Donc, c'était quand même plus compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup moins d'accidents, mais que la culture de la sécurité des vols, et en particulier du fait qu'il faut à tout prix éviter l'accident par une manière de travailler et par une rigueur et une déontologie qui est fondamentale, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut garder. Le 7 septembre 1987, il était 7 heures du matin, et d'ailleurs j'ai toujours admiré la ponctualité du pilote libyen, puisqu'il y a un Tu-22 qui est venu bombarder N'Djamena, et je me trouvais à ce moment-là en attente, en alerte, prêt à décoller, avec les F1CR qui participaient également à la mission de défense aérienne d'N'Djamena. Alors on savait que quelque chose se préparait, puisque de façon assez exceptionnelle, depuis 2 heures du matin, on avait tous été réveillés et on était en astreinte. Et bon, voyant le jour venir, on s'est dit, bon, ils n'oseront plus venir. Néanmoins, c'est à 7 heures du matin où la sirène s'est mise à sonner. Et là, il y a eu une explosion énorme au-dessus de nous. Et je vois encore l'horloge de la pièce où on était qui a traversé la pièce. On s'est tous précipités sous des tables, et le premier réflexe, c'est loin des vitres, loin de tout ce qui est vitré pour pas être blessé.
Et en fait, le Tu-22 venait d'être descendu, et au moment où il a été descendu, il commençait à larguer ses bombes, et la première bombe qu'il a larguée a explosé au-dessus de nos têtes, exactement au-dessus, pratiquement au-dessus du hangar où on était, puisque le premier réflexe a été de sortir, voir d'où venait cette déflagration, et on est tombé sur des morceaux de bombes encore incandescents, et qui étaient juste devant le hangar où on était. Et puis il y a tout un moment assez intense qui s'est développé où tout de suite des bruits ont couru sur la présence d'un deuxième Tu-22 qui venait de bombarder, et on a pris conscience de notre inconscience. De notre inconscience, pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt à cet événement, on ne s'était pas entraîné, on n'avait pas d'abri, il n'y avait aucun abri, et plus personne ne savait où se mettre, où se protéger dans de telles circonstances. Et c'est un moment un petit peu surréaliste, où les gens couraient un peu dans tous les sens pour essayer de trouver un abri, pour se prémunir face à cette deuxième attaque annoncée et qui n'est jamais venue. Et donc le dernier blessé était le capitaine Mahagne, qui est revenu avec une balle de Kalachnikov qui avait percé la verrière sur le côté, pénétré son casque par le devant dans la zone en mousse et qui était ressorti juste derrière. Voilà, et qui avait donc longé son crâne en découpant, crâne étant très irrigué, il avait effectivement tout le corps en sang à son atterrissage. Alors après son atterrissage, il est toujours conscient, il arrive à se parquer, couper les moteurs, mettre le frein de parking, ouvrir sa verrière, et là c'est l'équipe de secours qui intervient, quoi. Donc, nous sommes au courant qu'il est blessé, nous retirons la verrière, enfin les mécaniciens retirent la verrière, l'extrait, je dirais, de la cabine et le mettent sur un brancard, et ensuite direction l'ambulance. Je pars avec lui à l'hôpital civil où nous arrivons. Il est toujours conscient parce que là, il se rend compte qu'il a perdu beaucoup de sang, qu'il part sur des transfusions obligatoires et il nous parle déjà de sida à l'époque. Il demande si le sang est propre et tout. Bon. Par la suite, les médecins français, un petit peu comme moi, ne voyant qu'un trou dans le casque, se demandions si la balle n'était pas restée quelque part au niveau du crâne et personne au niveau service médical n'ose prendre la décision de le déshabiller entre parenthèses. Et je suis en combinaison de vol comme lui, on me dit tu dois savoir faire, à toi. Donc je lui retire son casque, sa West, la découpe, on découpe les vêtements de vol, et par la suite on se rend compte que la balle, elle n'a fait qu'effleurer, tout est enflé au niveau de la tête, et qu'il n'a rien de plus, quoi. Donc à partir de ce moment-là, les médecins le prennent en compte, et moi je rejoins les autres en salle d'opération.